Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour ce nouvel épisode. Le 3 juillet à 14 h, il s'est passé quelque chose d'important pour le milieu du poker français et pour le milieu du poker amateur. Je rencontre aujourd'hui Yann Roudeau, fondateur de PokerSphere, qui va nous en parler. Bon mon Yann, bienvenue dans le carré. Deux. Il s'est passé quelque chose d'important le 3 juillet à 14 h. Ouais. Explique-nous. C'est le verdict d'un jugement où on a été impliqué de façon un peu particulière puisqu'on a remis en cause la légalité du projet PokerSphere. Projet qui existe depuis 2010, avant qu'on déménage ici et qu'on passe en mode entreprise. Et ça a été une longue épreuve. Je ne sais pas par où commencer. Justement, on va commencer par le début. Alors, comment ça arrive cette nouvelle? En fait, j'ai un coup de téléphone en fin août 2016 de la PJ de Nanterre qui me dit: Monsieur Roudeau, on aimerait vous rencontrer pour parler de votre projet PokerSphere. Et là, comme un gosse, je suis hyper content. Je dis enfin quelqu'un s'occupe de nous parce qu'on est dans une activité qui est contrôlée. Donc ça me semble logique que de temps en temps on ait des coups de téléphone des autorités, comme un restaurant qui peut avoir un contrôle d'hygiène. Donc du coup j'ai pris ça un peu comme une aubaine parce qu'on était dans une dynamique où on voulait développer Paris, même si la levée de fonds avait du mal, enfin, on avait plein de projets. Et à ce moment-là, je dis donc au policier qui m'appelle: écoutez, je suis ravi, depuis le temps que je veux discuter avec une autorité, à Bordeaux on n'a jamais voulu me rencontrer. Il dit: mais monsieur Roudeau, ne vous emballez pas, c'est sous le régime de la garde à vue. Vous êtes suspecté d'une tenue de maison illégale de jeux d'argent et de hasard. Voilà. Donc, la garde à vue a eu lieu 3 ou 4 semaines après. Et moi, je suis venu avec mes dossiers financiers, mes propositions. J'étais serein encore. Enfin, sur le coup, le mot garde à vue, j'ai regardé sur Internet parce que je ne suis pas du tout habitué à ce genre de procédure. Et puis, privation de liberté, donc prolongation potentielle de 24 heures. On se dit, bon, ils viennent de Nanterre. Je me renseigne un petit peu. C'est cohérent qu'ils ne me prennent pas en audition libre, puisqu'en audition libre, à tout moment, tu peux dire: écoutez, vos questions ne m'intéressent pas. Si vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal, faites une procédure. Donc ils n'allaient pas descendre de Nanterre à Bordeaux sans être sûr que je discute avec eux et que je réponde à leurs questions tant qu'ils n'avaient pas fini de poser tout ce dont ils avaient besoin. Donc, voilà, 12 heures de garde à vue. On était plusieurs, parce que tous les gérants des PokerSphere étaient concernés. Et ça s'est à demi bien passé. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais serein. Et puis d'entrée, ils rentrent dans le vif du sujet. Ils ont épluché tous tes comptes, personnels, tout. En me disant: oui, c'est 400 €, c'est quoi c'est quoi les voitures que vous avez? Voilà, j'ai une Qashqai, une vieille Yaris. Oui, on sait. Toujours en train de se faire déstabiliser. C'était assez incroyable. Et petit à petit, tu as l'impression d'être pris par un bandit de grand chemin quand même. Je suis tombé sur quelqu'un qui était sympathique, qui très rapidement m'a dit: mais monsieur Roudeau, on sait très bien que vous n'êtes pas un tripot, on sait très bien que vous n'êtes pas des bandits, mais on se pose une question sur la légalité de PokerSphere. Et ils ont voulu essayer de me faire dire que le Cosmos est une monnaie, même pas une sorte de monnaie, c'est même pas une monnaie virtuelle, parce que quand on joue au Monopoly, c'est une monnaie virtuelle et ça pose aucun problème. Donc ils ont essayé de me faire dire des choses qui étaient fausses. Ils ont essayé de me mettre la pression vers 17 h en se sont chuchotant l'oreille: de toute façon, si on n'a pas fini, on le garde, on continue demain. Donc là, je me voyais en cellule avec du riz dégueulasse, mes enfants qui ne comprennent pas. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis capable de passer avec mes jeux de rôle à la noix. J'étais dans la forêt sur des boucliers en armure, alors en jeans, en chaussettes, dans une cellule, c'est pas très grave. Par contre, ce qui me posait véritablement problème, c'était l'image que mes enfants et ma femme pouvaient avoir de moi en tant que privé de liberté, alors que je fais mon métier correctement depuis un sacré bout de temps. Et voilà, donc la garde à vue s'est finie à 21 h. J'étais arrivé à 9 h.
est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, il y a forcément dénonciation. Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu sais qui te dénonce Alors, je sais pas. Ouais, en fait, on a cru comprendre que quelqu'un avait explicitement envoyé une lettre à la PJ en annonçant qu'il y avait des fortes sommes d'argent qui étaient échangées sur le parking de PokerSphere Bordeaux. Donc ça a mis un coup de projecteur sur le concept de PokerSphere et la PJ a fait une enquête préliminaire. Ce que je trouve dingue en fait, c'est qu'à aucun moment il y a une procédure entre guillemets de contrôle classique où j'ai juste à expliquer ce qui se passe, où les gens viennent contrôler, comment vous fonctionnez. De suite, on est passé dans une phase de répression, d'enquête préliminaire, avec les grands mots. Par contre, il n'y a pas eu de fermeture administrative. Je sais qu'ils ont épluché tous nos comptes bancaires. Si ça avait été si grave que ça et qu'on était des grands bandits internationaux, les comptes ont été gelés. Ils ont fait une perquisition à PokerSphere Bordeaux qui a duré 2 minutes 38. Ils ont regardé le fond de caisse où il n'y avait même pas 500 balles et ils ont dit on le prend. Mais non, il faut bien que c'est un fond de caisse. Il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas d'argent ici. Donc ça a été un peu particulier parce que même si on était tous persuadés du bien fondé et de la légalité du projet qu'on développe depuis toutes ces années, quand tu as les forces de l'ordre qui te bousculent, pas de façon impolie, hein, mais c'est leur rôle aussi de te mettre dans une situation d'inconfort pour te faire lâcher des infos, cracher un morceau. Et voilà, et pendant l'audition, il y avait le responsable du groupe de l'APJ qui était descendu, qui était avec le procureur au téléphone et qui pestait. Parce qu'on disait non, on n'arrive pas à lui faire lâcher, il fait de la sémantique, il ne veut pas nous dire que les Cosmos que ça a de la valeur. Mais parce qu'en plus, ces gens-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, en termes de leur travail, que moi je ne maîtrise pas, ils ne maîtrisent pas le poker. Ils m'ont sorti des situations incroyables. Ils ne connaissent pas le fonctionnement d'un tournoi, par exemple. Donc la garde à vue se finit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Rien. On prend des renseignements. On avait décidé à ce moment-là d'y aller sans avocat parce qu'on avait un à se reprocher. On avait discuté un petit peu avec plusieurs personnes. On se dit si on y va avec un avocat, c'est que d'ores et déjà on pense qu'on a quelque chose de pas clean, qu'on veut se protéger. Donc là l'idée c'était d'y aller les mains ouvertes, les cœurs grands disséqués, allez-y, piochez, on leur a apporté les comptes, on leur a apporté le fonctionnement, les plaquettes, les affiches, et il ne s'est rien passé en fait. Et dans ce genre de procédure, le procureur a 6 mois pour prendre une décision après une garde à vue. Au bout de 5 mois et 15 jours, il y a une première convocation qui a été reçue par Cyril, qui est le gérant de PokerSphere Toulouse. Convocation par un huissier, et après, au fur et à mesure, on a tous été convoqués, à plus ou moins long terme, les huissiers qui sont chargés des convocations. Et donc, on avait une audience qui était, si mes souvenirs sont bons, le 29 mai, lundi 29 mai. Et à partir de là, on a préparé notre dossier. Notre vocation, c'était la mission qu'on s'était fixée, c'était vraiment d'éclaircir et de présenter le projet, parce qu'on allait être à 95% jugé par quelqu'un qui ne connaissait pas le monde du poker. C'était certain. Et notre grande peur, c'était qu'on se retrouve dans une situation où le mec, il ne sait pas de quoi il parle. Donc tribunal correctionnel, on a travaillé avec Nicolas Boutcasson, qui est notre avocat, qui a fait un super boulot, et on a disséqué tout le projet de PokerSphere. On a passé des heures dans le bureau à ce qu'il me fasse exposer l'ADN du projet. Et donc on a travaillé, on connaît bien la loi, et on a disséqué le concept de PokerSphere qu'on a exposé pendant l'audience. Qu'est-ce qui se passe le jour du procès? Le jour du procès, ça se passe très bien en fait. Ça se passe, c'est que quand Bon, il y a eu un petit élément, mais tu m'en parleras après, je suppose, perturbateur. Mais en fait, on est tombé sur un groupe de juges, qui sont 3 en correctionnel, sur les dossiers un peu compliqués comme ça, qui ont été extrêmement à l'écoute.
Et en aucun cas, j'ai été bousculé. J'ai dû parler 75% du temps. On a tous été entendus, mais c'est vrai que comme je suis le porteur du projet, c'est plutôt moi qui ai pris la parole pendant l'audience. Et ça s'est très très bien passé. Mais très très bien. J'avais l'impression entre guillemets, de défendre mon projet, de vendre mon projet. Et comme on est passionné, je l'ai dit avec mes tripes, avec passion, en expliquant tout le contenu, qu'on vient du monde associatif, qu'on a fait que développer un process, qu'on a scénarisé un système de points, que la monnaie, le Cosmos, que le système de points des Cosmos, c'est ni plus ni moins qu'un système de points classique, sauf qu'on l'a scénarisé comme au Monopoly, on peut scénariser les billets, qu'il n'y avait pas d'argent et qu'on trouvait ça dingue, et que PMU, qui avait fait un gros travail avec ses juristes pour créer le dossier, enfin, il ne serait pas venu, avant on était avec Barrière Poker, enfin, voilà, c'était une démonstration de la propreté et la légalité du... Ce qui nous a surpris le plus, nous, c'est le fait que la procureure ne nous attaque pas. Il n'y a eu aucune question piège. Aucune. La procureure a posé une question anodine. Il n'y a rien eu. On n'a jamais été mis en porte-à-faux. Jamais, pourtant, Nicolas, notre avocat, c'est pas Nicolas le jardinier, c'est Nicolas l'avocat. Pourtant, il nous avait prévenu en disant que le but c'était de nous piéger, d'essayer de nous déstabiliser. Pas du tout. J'étais assez surpris et ça s'est très très bien passé en fait. L'audience s'est très très bien passée. L'élément perturbateur de ce procès, c'est quoi exactement? Donc il y a quelque chose qui a fuité, c'est l'intervention de William Payan. Lors de l'enquête préliminaire, puisqu'on a eu le dossier, nous, quand on a été convoqué au tribunal, on a eu le dossier complet de tous les témoignages. Tous les témoignages étaient en notre faveur. Tous. Parce que, comme on travaillait avec Winamax et PMU, les responsables de Winamax et PMU ont été entendus. Ils ont tous défendu PokerSphere. Tous les adhérents, tous les utilisateurs, les tiers, il n'y a aucun problème. Il y a une personne, c'est William Payan. Et là, je parle de la personne, je ne parle pas de toute la communauté de la Ligue française de poker, que ce soit les bénévoles, les administrateurs, les clubs, les joueurs. On parle d'une personne qui a pris la parole. Je ne mets pas du tout en cause qui que ce soit. Et c'est le seul qui avait un témoignage à charge contre nous, où il disait clairement qu'on était une structure illégale et qu'on devait fermer. Ça, c'était dans le témoignage. Donc, on y croit. Et comment il en est venu à témoigner? Je ne sais pas. Aucune idée. Apparemment, d'après ce qui se dit, c'est que la PJ de Nanterre voulait avoir son avis sur le dossier. Sachant qu'il n'a jamais mis les pieds à PokerSphere, qu'il est peut-être très impliqué dans le monde associatif, mais que le monde de l'entreprise, il ne le connaît pas. Et a priori, on verra dans quelques instants que le monde du poker et de la légalité, le côté législatif des structures, il ne les maîtrise pas complètement non plus. Et donc, au début de l'audience, il y a quelqu'un qui fait partie de la Ligue française de poker, que je ne citerai pas pour le laisser tranquille, parce qu'il n'a rien à voir, et qui se faisait porteur d'un message. Et donc, et là, ça a surpris tout le monde, parce que ça se fait pas. Donc, pas de partie civile ni rien. Mais par contre, il y a une lettre ouverte qui a été déposée pour le juge pour qu'elle soit lue. C'est une lettre qui était bourrée de fautes de syntaxe et de français, que le juge a eu du mal à lire, et qui nous défonçait. Donc, en tout cas, il essayait de nous défoncer, en disant que, en gros, ce qu'on faisait, c'était pas normal, qu'une structure professionnelle à but lucratif n'avait pas le droit d'organiser ça, et qu'il était un expert, et qu'il se tenait à leur disposition pour apporter tous les éléments supplémentaires à ça. La lettre a été mise de côté, le juge il a même dit à un moment donné, mais c'est n'importe quoi, enfin, il l'a mise de côté, parce que c'était pas très clair. Et nous, en fait, on a été très surpris, et au final, le côté ridicule de cette lettre, désolé, faut le dire, parce que qu'est-ce qu'elle vient faire là? Quelle prise d'initiative? Il n'était pas cité, il n'était pas témoin, il apparaît nulle part dans le dossier. Parce que si on est convoqué à un tribunal, on est convoqué et on apparaît dans le dossier en tant que témoin, en tant qu'expert, on est convoqué par un huissier ou par une lettre recommandée. Donc cette lettre c'est ma surprise, quoi. Parce que dans le monde du poker, avoir le droit de réserve quand on est un acteur, ça me semble important. Et au final, ça nous a bien servi.
Parce que comme c'était le seul élément à charge et que c'était ridicule, ça nous a permis de s'appuyer sur cette sottise, en fait. Beaucoup de monde s'inquiétait parce qu'il y aurait pu y avoir des répercussions. Alors les gens ont peut-être du mal à comprendre. Je voudrais que tu expliques un petit peu ce qui se serait passé si tu avais perdu. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire pour l'ensemble des clubs? C'est compliqué parce qu'en fait, tout ce qui a été vu sur les réseaux sociaux a été complètement biaisé en fait. C'est-à-dire que les gens, il y avait ceux qui connaissent PokerSphere et qui étaient les pro PokerSphere, et il y avait ceux qui n'étaient pas spécialement pour PokerSphere et qu'on était une entreprise, donc on était le diable. Avant de parler et répondre à ta question, c'est important de recentrer le débat. La question c'était, est-ce que la structure PokerSphere est illégale? Parce qu'on a une activité dans les jeux d'argent qui sont des jeux de hasard, comme le poker, qui est très précise en termes d'utilisation de l'argent et de comment ça doit fonctionner. Et il y a un faux débat sur le fait qu'on soit une entreprise. Ça, il faut le dire clairement, on ne parle pas du fait qu'on soit une entreprise. Notre statut, ce n'est pas un problème. Mais en aucun cas, c'est un problème. Et ça n'a jamais été dans les débats, dans la procédure. Ouais, tu veux dire, en aucun cas. Une entreprise, ça n'aurait rien changé à Rien. Quand on est sur la rocade à 90, qu'on est un véhicule associatif privé ou d'entreprise, on doit rouler à 90. Donc ce n'est pas le statut qui fait la loi. Et d'ailleurs, le juge, dans son bilan, a bien clairement spécifié que ce n'était pas notre statut ou le fait d'avoir des espoirs de bénéfices qui constituait en soi seul l'infraction. L'infraction, c'est est-ce qu'il y a un enjeu financier? Et toute la démonstration, elle a été faite, c'est qu'est-ce qu'un enjeu? Donc ça a été débuté par des définitions dans le Larousse et dans le Petit Robert, le dictionnaire français, où l'enjeu, c'est très simple, c'est ce que l'on mise pour constituer ce que l'on gagne. Donc la mise constitue le gain. C'est ça être un enjeu. L'enjeu, c'est pas ce qu'il y a à perdre ou ce qu'il y a à gagner. L'enjeu, c'est le mix des deux. C'est qu'est-ce que les joueurs vont apporter pour constituer le gain. Donc ils ont étudié les Cosmos, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de lien direct avec les euros, donc ça a été éludé. Et puis maintenant, on récupère de l'argent avec des cotisations. Qu'est-ce qu'on en fait de ces cotisations? Et tout le cœur du problème est là, et pour répondre à ta question, tous les clubs en France fonctionnent avec des cotisations. Il y a des fédérations qui fonctionnent avec des cotisations, et PokerSphere fonctionne avec des cotisations. C'est-à-dire qu'on paye une certaine somme au mois, au semestre ou à l'année pour accéder à des animations poker qui sont gratuites. Parce que bien évidemment, ni les clubs ni PokerSphere ont fait payer un buy-in en euros à chaque tournoi. Ça, on le sait tous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, ce qui était grave, c'est est-ce que l'adhésion peut être considérée comme un sacrifice financier et donc une mise qui va constituer l'enjeu. Donc, on a eu la chance, et je leur remercie, d'avoir des juges qui ont fait un vrai travail approfondi, très sérieux sur le projet. C'est simple, ils nous ont disséqué l'intégralité du concept de PokerSphere, au scalpel. Il n'y a pas un centième de notre projet qui n'a pas été étudié. Du coup, nous, ça nous fait, même commercialement parlant, une plaquette presque prête à diffuser. C'est fantastique. Le travail qui a été fait, il a été étape par étape, morceau par morceau. Qu'est-ce que l'enjeu? Comment c'est défini? Le cosmos, les cotisations, les dotations, etc. Ce qu'il en ressort, c'est le retour à la définition d'enjeu. C'est-à-dire que, est-ce qu'on utilise ce qu'a donné le joueur pour constituer un gain? Donc, pour faire clair, est-ce que les cotisations servent à acheter le gain que l'on va distribuer? Et là, si c'est le cas, la mise constitue l'enjeu. Donc, si on risquait tout, si les cotisations étaient interdites, si PokerSphere était interdit, tout le système associatif, qui était notre base de travail, hormis le fait qu'on ait un statut d'entreprise, on fonctionne comme une association.
On fait payer une cotisation, on fait tournois gratuits, on fait des tournois gratuits. Il y a des challenges, des champignons, des championnats, et on fait gagner des dotations. Tout le monde fonctionne pareil, sauf que nous, on a fait une structure professionnelle pour essayer de dynamiser le projet, d'essayer de le rendre rentable et de le faire en réseau de franchise. Bon, on galère, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est parlé de l'aspect légal de la chose. Donc tout le monde était potentiellement en danger. Si on tombait, tout le monde tombait. On aurait fait appel, mais si on tombait, je pense, enfin voilà, on avait le même système. Donc il n'y a aucune raison que, mais même les fédérations, puisque William, Monsieur Payen, il fait payer une cotisation, il organise des tournois gratuits, il a un tiers, PokerStars, qui offre la dotation. PokerSphere, on fait des cotisations, des tournois gratuits, on a un tiers, PMU, qui offre les dotations. C'était le même concept. Si on tombait, tout le monde tombait. C'est pour ça qu'on a halluciné sur le fait qu'il se tire limite une balle dans le pied. Là, le problème, c'est qu'on a sauvé la globalité du truc. Sauf que si on lit de façon très précise les résultats du jugement, nous, de par le fait qu'on est... parce que les cotisations, ça représente 13% du budget annuel de PokerSphere. Donc c'est pas énorme. Et les dotations, elles sont à 100% données par PMU. Mais quand bien même, si c'était pas, on voulait rajouter des dotations, on a le bar, les recettes du bar, qui nous permettraient, on a les recettes du bar qui nous permettraient d'acheter la dotation. Parce que là, il n'y a aucune côté obligatoire. Parce que c'est le côté sacrifice obligatoire avec espérance de gain. Avec espoir de gain. Du coup, la cotisation, pour pouvoir participer au tournoi associatif ou à PokerSphere, on doit la payer, sinon on ne peut pas jouer. C'est clair et net. Et cet argent-là, il ne doit pas être utilisé. On l'a bien vu dans la démonstration. Nous, on a de la chance. Avec les Cosmos et avec PMU, on a un système qui fait que c'est fluide, complètement légal, et qu'on n'utilise en aucun cas l'argent des joueurs pour constituer le gain. Mais les petits clubs qui n'ont pas de sponsor, ils font comment? Ils utilisent les cotisations. Et de par le jugement qui a été rendu, si leur situation devait être traitée par la justice, on pourrait directement constater qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire que les joueurs qui ont eu un sacrifice financier obligatoire pour participer à X tournois, parce qu'on se moque que ça soit un tournoi, la notion de compétition. La loi, elle ne parle pas de un tournoi, de 3 tournois, elle ne parle pas d'un championnat ou d'un main event de 7 jours. Elle parle, est-ce qu'il y a un sacrifice financier obligatoire pour jouer, et ce sacrifice permet de constituer un gain. C'est ça le nerf du problème juridique. Donc, si les petites associations achètent des lots et que quelqu'un les balance, c'est dangereux. Est-ce que tu en veux à certaines personnes, parce qu'il y a quand même ça peut faire des drames humains avec le recul, est-ce que tu en veux quand même certaines personnes? Alors, nous, on a eu, c'est simple, on a une baisse de chiffres au mois de juin, il y a eu quasiment, on a dû perdre 80-85% du chiffre d'affaires autour des adhésions. Donc personne n'a pris d'adhésion, pensant qu'on pouvait potentiellement fermer. Des drames humains, c'est pas drame, parce qu'au final, même le procureur, il a rien requis, on risquait pas grand-chose à titre personnel. Par contre, il y avait les sociétés qui fermaient, donc ça veut dire qu'on pouvait mettre des salariés au chômage, des familles en difficulté. Moi, j'ai une femme, 2 enfants. Oui, c'est mon métier, oui, je vis de ma passion, pas des milliers des cents, mais de quoi faire vivre ma petite famille et de partir en vacances dans le Pays Basque de temps en temps. Je roule pas en Ferrari, j'ai une Yaris, c'est une Qashqai, tout le monde le sait, c'est dans les procédures, donc voilà. Mais moi, en vouloir, non. Mais par contre, j'hallucine, je suis de l'incompétence et de la dangerosité du truc. Alors, je cautionne pas le lynchage sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça apporte rien. Voilà. Y a des gens qui ont été extrêmement agressifs, vulgaires et orduriers. Moi, je prône pas ça. Et d'ailleurs, avec PokerSphere, on ne s'est jamais exprimé contre William de façon claire et nette. Moi, je pense que il a fait une erreur de s'impliquer et de vouloir faire le Robin des Bois législatif. Je le dis clairement, je lui ai dit en message privé,
il a raconté n'importe quoi. Il est parti du principe qu'une entreprise ne pouvait pas organiser des jeux de hasard, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a aucun problème. Pour preuve, il y a des sociétés d'événementiel qui organisent des soirées roulettes, casinos, poker gratuit pour des comités d'entreprise. Elles peuvent continuer. Et elles le font et ça fait un tabac, il y a plein de sociétés qui existent. Si elles n'avaient pas le droit d'exister, ça fait bien longtemps qu'elles auraient fermé. Donc le statut n'a rien à voir. Donc on est parti sur déjà une ligne d'attaque qui était complètement fausse. Il n'aurait jamais dû prendre position. En plus, il travaille pour un concurrent, un notre sponsor, donc ça peut être des problèmes de conflit d'intérêts qui sont... Voilà. Moi, j'en veux pas. Par contre, on ne va pas lâcher. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a dénoncé, on ne sait pas qui. Je ne pense pas que ce soit William qui a enclenché la procédure, il a autre chose à faire. Par contre, il y a quelqu'un qui a envoyé une lettre. Donc dès qu'on a le jugement officiel, on va porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Mais on n'est pas en colère. Maintenant, la situation fait qu'on a été conforté dans le travail qu'on fait depuis 2010, que notre expertise et notre professionnalisme a été validé par la justice. Et j'espère que les gens ils vont ouvrir les yeux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas plus expert qu'un juge pour étudier la loi. Il n'y a pas plus expert. Donc tout ce que l'on peut entendre en parasite, en disant non, mais PokerSphere ils s'en sont sortis parce que les juges ils connaissent rien. Qui, à part un juge, en France, connaît le mieux la loi? Un juge. Il a étudié, il a lu les textes de loi, il a vu ce que c'était un enjeu, il a vu ce que c'était un sacrifice financier, il a vu ce que c'était un gain, il a étudié les cosmos, ils nous ont posé des questions pendant 2 heures, ils ont un dossier gros comme ça, il y a eu des perquisitions, des enquêtes, des écoutes téléphoniques, et c'est clair, PokerSphere fait les choses carrées, mais notamment grâce à notre partenaire PMU, parce que sans le sponsoring et le soutien juridique de cette structure-là, on aurait peut-être fait des bêtises. Bon, après, depuis le départ, parce qu'on a créé le projet avec Mathieu Durand en 2010, moi, le monde associatif, j'y suis depuis 2005-2006. J'ai travaillé en tant que consultant dans le casino de Gujan, donc on connaît un peu quand même, on sait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais ça nous a réconfortés, donc comment on peut en vouloir à des gens qui font des bêtises? Moi, je crois plus à je vais être poli, de la naïveté et de la manipulation plutôt que de la pure méchanceté. Pendant cette période, tu as pu compter sur qui aussi pour te soutenir? Parce qu'il n'y a pas que ceux qui te taillent, il y a aussi ceux qui te soutiennent. Mais tout le monde en fait. Tout le monde. De façon privée, parce que c'est compliqué pour certains de prendre position dans une dynamique sous les feux de projecteurs, parce que si ça part mal, autant pas que tout le monde soit éclaboussé, mais des messages de soutien de tout le monde, quoi. De tous ceux que je bosse dans l'événement, avec qui je bosse, c'était pas très français ça. Donc de tous ceux avec qui je bosse dans le monde de l'événementiel, des petits messages de personnalités du poker, que ce soit par Facebook, par téléphone, et puis voilà quoi. Enfin tout le monde. Il n'y a personne. Et moi je me suis senti soutenu tout le temps. Il n'y a personne qui m'a dit bien fait quoi. Il n'y a que sur les réseaux sociaux où ils envoyaient des choses, c'était dur de garder son droit de réserve, parce que nous on avait décidé de garder un droit de réserve. J'étais fou quoi. Des fois je me levais du bureau, je tournais en rond. Et il fallait que j'appelle un de mes associés ou on discutait avec ma femme qui disait non, réagis pas, tu dois pas réagir, réagis pas. Et j'ai un côté sanguin, donc j'ai pas réagi. Bon, et le futur? Non, on va pas se voiler, c'est compliqué quoi. On était sur un piédestal l'année dernière, on espérait avoir une levée de fonds pour monter Paris. On s'est rendu compte que les investisseurs étaient très frileux à rentrer dans le monde du poker. Notre concept, il est sympa. On manque encore peut-être de rentabilité extrême. On ne vend pas des insecticides qui font multiplier par 10 les productions agricoles. C'est-à-dire que les investisseurs, ça ne leur gêne pas de gagner beaucoup d'argent avec les produits chimiques. Mais par contre, le poker, c'est encore une image sulfureuse. Donc c'est compliqué, on avait des touches. Maintenant, on a un énorme joker dans la manche, c'est-à-dire qu'on peut crier haut et fort que notre concept il a été validé par la justice. Et après ça, on a reçu des messages en disant bon, mais ça y est, maintenant tu vas pouvoir t'attaquer à Paris. Donc on va se concentrer sur Bordeaux parce qu'on a eu pas mal de déconvenus. On va essayer de faire les choses intelligemment, d'être très prudent sur les zones où on va s'installer.
Et puis oui, je regarde Paris. On va peut-être à la rentrée, on va commencer à reprendre contact avec des gens qui étaient très intéressés et voir est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'ouverture du marché. Est-ce qu'on peut être une offre complémentaire et différentielle de tout ce qui va arriver à Paris, sans se poser en concurrent, parce qu'on ne jouera pas d'argent chez nous. Mais ça peut être un vrai centre d'entraînement. On l'est ici depuis 2010. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas à Paris. Tout le monde fait des messages de soutien. C'est bon, maintenant, tu viens à Paris, tu vas dans le Nord, on a des contacts de partout. Mais j'ai été refroidi. J'ai été refroidi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye de monter un projet, tout le monde nous dit qu'on va avoir l'argent en 2 mois, et au final, après 8 mois de recherche, on prend le trottoir dans les gencives et on doit limiter l'équipe, se séparer de personnes, voir autre chose, serrer les freins, se poser des questions si on va continuer. Derrière, tu fermes des franchises parce que c'est pas assez rentable. C'est compliqué, quoi. Donc je vais pas faire aucun plan sur la comète. Je vais booster ce qu'il y a à booster sur Bordeaux. Et est-ce que le poker est une solution? On est très impliqué dans le monde de l'e-sport aussi et les paris sportifs. Donc à Bordeaux, je pense qu'on va dédier un espace exclu. On va sûrement décorer un espace qui sera dédié à l'e-sport. On va déplacer une partie du décor du Bordeaux Geek Festival de façon permanente dans 20 mètres carrés PokerSphere, avec des poufs, des prises pour que les gens pluguent leur tablette, enfin un truc un peu sympa. Et puis là, derrière l'écran principal de PokerSphere, on va peut-être rajouter plein de télé et puis faire un espace paris sportif. Voilà, avant même de partir à l'extérieur, et puis après, si on a des gens franchisés, des candidats qui sont chauds d'action pour ouvrir ailleurs, on va leur dire, écoute, il y en a plein qui se sont cassés les dents, nous, c'est difficile, il ne faut pas abandonner au bout de 12 mois, c'est très difficile d'entreprendre en France. J'ai encore eu un pépin d'URSSAF ce matin, c'est dramatique, enfin, déjà le poker c'est difficile, enfin, déjà entreprendre en France c'est chaud, entreprendre dans le poker, c'est comme le fakir qui y va, mais il s'est jamais entraîné, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. Mais bon, on aime ça, et de toute façon, si on aurait voulu gagner beaucoup d'argent, on n'aurait pas fait ce métier. Donc non, déjà on est sur une bonne dynamique. Cette victoire apporte énormément, des nouveaux contacts, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Merci Yann. Merci Loïc.